Voilà, bonjour à toutes et tous. Je me présente, je m'appelle Thibaut Surini, je suis chargé de mission à Fibois Grand Est, en charge de la valorisation du bois dans la construction et l'aménagement, avec mes collègues de l'interprofession régionale, Paul Sardin et Christian Kimamba. Et il se trouve qu'on vous réunit aujourd'hui avec l'ensemble des interprofessions régionales pour parler du pacte bois biosourcé, puisque donc ce pacte qui a été initié par Fibois Île-de-France, donc en région francilienne, il y a environ 2 ans, si je ne m'abuse, était le pionnier et aujourd'hui, on souhaite le décliner dans plusieurs régions, dont le Grand Est. Et donc aujourd'hui, ce qui est attendu aussi de la part des maîtres d'ouvrage potentiellement signataires, c'est d'avoir un petit retour d'expérience sur sur ce qui se fait en Île-de-France, tant au niveau des critères techniques qui seront présentés par l'interprofession, que d'avoir aussi des témoignages de la part de maîtres d'ouvrage qui sont signataires et qui voilà, se sont engagés depuis 2 ans à respecter ces engagements. Voilà. Donc, merci de votre présence. C'est vraiment, je pense, une bonne occasion de discuter de cette démarche qui, encore une fois, donc, vise à être déclinée dans différentes régions de France. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, de manière hop, voilà. Je vais faire une rapide introduction sur le pacte, notamment tel qu'il est envisagé dans le Grand Est. Et puis, je laisserai la parole à Catherine Desportes et donc à Lucie Meunier qui est aussi présente pour présenter le pacte Île-de-France. Et puis ensuite, on aura le plaisir donc d'écouter plusieurs maîtres d'ouvrage et aménageurs donc, qui sont engagés dans la démarche francilienne. Donc, Madame Fleur Babinet de l'EPA Sénart, Madame Annelise Ratier-Cavallo donc de l'EPT Vallée Sud Grand Paris, Monsieur Philippe Etchegoyen du groupe I3F et Monsieur Sébastien Nerva de Link City. Voilà. Donc chacun présentera un petit peu en 10 minutes son retour vis-à-vis du pacte. Et puis, bien sûr, derrière, ce sera l'occasion d'échanger avec vous tous sur des questions que vous pourriez vous poser. Donc, je présente rapidement notre pacte dans le Grand Est. En fait, on s'est fortement appuyé sur le pacte Île-de-France et je salue aussi Claire Leloy de l'agence MEDEL qui nous a accompagnés dans la déclinaison de cette démarche. Et donc le pacte Grand Est, il fixe aussi des seuils pour que les maîtres d'ouvrage puissent s'engager sur un pourcentage de surface qu'ils vont construire ou rénover dans les 5 ans à venir. Donc on a pris un pas de temps de 5 ans et l'idée c'est que chaque maître d'ouvrage signataire s'engage à utiliser du bois et des matériaux biosourcés dans 10, 20 ou 40% de leur surface à venir. Donc en fonction du niveau, soit à la fois du niveau qu'ils ont, d'expérience qu'ils ont à ce jour, et puis du niveau d'ambition qu'ils souhaitent atteindre dans les 5 ans. Au niveau qu'est-ce qu'on appelle finalement une construction, une rénovation utilisant du bois et des biosourcés? Eh bien, on a fixé un seuil unique utilisant donc une quantité de poids matière. Sachant que donc en construction neuve, on estime que on considère une construction bois comme accumulant en moyenne 35 kg par mètre carré de surface de plancher. C'est un chiffre moyen, donc c'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage, voilà, qui pourraient avoir des opérations avec un peu moins de bois que ce seuil, admettons 20 kg, mais s'ils font une opération avec 60 kg, eh bien, sur les 5 ans et sur le bilan total, on aura conformité avec l'objectif, puisque la moyenne sera bien au moins de 35 kg par mètre carré. On a fixé toutefois un garde-fou pour la construction neuve où il faut que les opérations bois comportent au moins 10 kg par mètre carré. En dessous de ça, on ne considère pas que la représentation du bois et des biosourcés soit suffisante. Et puis pour une rénovation, on a fixé ce seuil à 15 kg par mètre carré, là sans garde-fou, mais donc là aussi avec un chiffre moyen qu'il faut atteindre dans les 5 ans. Au niveau de l'approvisionnement, donc
On demande à ce que les bois soient à 100% certifiés, donc issus de forêts gérées durablement, donc PEFC ou FSC. Et puis au niveau de la provenance, on demande à ce que 50% de l'approvisionnement soit en bois français ou frontalier. Alors qu'est-ce qu'on appelle frontalier? Ça va être du bois qui va être récolté et transformé à 150 km du chantier. Donc ça, c'est vrai que dans le Grand Est, comme on a une région frontalière, on peut être amené à avoir beaucoup d'approvisionnement aussi je pense notamment au massif de la Forêt-Noire, si ce n'est pour citer que celui-ci. Donc c'est vrai que c'était un critère important aussi pour nos maîtres d'ouvrage. Et puis on considère donc que les produits biosourcés donc doivent accumuler à minima 25% de leur masse donc issue de la biomasse. Et donc en complément et de manière réciproque, le but c'est que donc en complément, les signataires s'engagent aussi avec des engagements de moyens, donc c'est-à-dire à la fois avoir un référent bois qui soit l'interlocuteur de l'interprofession et qui puisse suivre les actualités et les événements que nous allons organiser pour favoriser la montée en compétences, que ce soit des ateliers, des visites de chantier ou d'entreprises. Qui puissent participer aux réunions d'information, qui puissent aussi faire part de leur retour d'expérience, puisque chaque année, on va organiser une petite synthèse annuelle pour voir finalement où en sont les signataires et puis comment on peut, au sein du réseau, faciliter donc le partage de bonnes pratiques. Et puis, donc de manière réciproque, l'interprofession et l'ensemble des partenaires de l'interprofession sur ce pacte, c'est-à-dire tous les organismes institutionnels qui peuvent représenter à la fois les entreprises, qui peuvent représenter la maîtrise d'œuvre, ou d'autres associations type PEFC, FSC, Bois de France, voilà, et j'en passe. Toutes ces personnes vont être là pour accompagner les maîtres d'ouvrage à réussir leurs objectifs. Voilà, donc ça, on s'engage donc à accompagner de manière collective, voire individuelle, donc les projets et les maîtres d'ouvrage qui seront signataires du pacte. Voilà globalement donc pour une rapide présentation. Alors je m'excuse, je jongle un peu avec le Teams. Je passe la parole à Catherine Desportes, Lucie, et puis j'aperçois Claire aussi en arrière-plan. Voilà, donc je vous passe la main. Merci beaucoup Thibaut. Du coup, tu projettes nos slides? Oui, voilà, si vous voyez bien. Génial. Voilà. J'arrive. Là. Moi, je ne vois pas encore. Moi, c'est bon. Ah. Je vois. Merci beaucoup Thibaut de cette introduction. Je suis Catherine Desportes de FIBOA Île-de-France, donc une collègue de Thibaut. On va faire la présentation à deux voix avec Lucie qui est dans l'équipe du bois construction sur le poste effectivement de prescripteur bois. Je suis particulièrement ravie en fait moi de ce premier bébé pacte en région parce que c'est vrai que nous quand on a commencé l'initiative en Île-de-France, c'était en 2020. Si tu peux passer Thibaut sur la slide suivante. Voilà. Donc nous, effectivement, on a commencé cette initiative en 2020 et c'est vrai qu'avec l'ensemble des personnes avec qui on a co-construit notre pacte Île-de-France, c'est vrai que ça a été assez rapidement une demande de ceux d'entre eux qui intervenaient effectivement au niveau national, que ce soit des promoteurs immobiliers ou un bailleur social comme Immobilière 3F. Et donc voilà, je suis contente que ça prenne déjà en région Grand Est et je sais qu'il y aura des pactes dans d'autres régions, en particulier en préparation dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, je trouve que c'est une bonne harmonisation au niveau national des pratiques et des engagements des maîtres d'ouvrage. Alors, une petite introduction. Nous, en région francilienne, effectivement, on avait, avant le pacte bois biosourcé, on avait une charte bois construction qui s'adressait au MOA public uniquement. Donc, c'est vrai qu'on a tout de suite souhaité élargir cette initiative aux maîtres d'ouvrage privés en s'adressant également aux promoteurs immobiliers.
et qu'effectivement, on a souhaité dans notre pacte tout de suite faire prendre des engagements aux maîtres d'ouvrage de massifier leur construction sur leur production francilienne et donc de s'engager, d'engager l'ensemble de leurs opérations dans le pacte et de réaliser une part en bois et en biosourcé. La précédente charte, voilà, était plutôt à valeur d'exemple et donc demandait aux maîtres d'ouvrage publics de faire une opération bois sur le délai des 5 ans et une réalisation bois. Donc voilà, notre pacte, il est effectivement, on l'a souhaité plus ambitieux. Et effectivement, on l'a co-construit avec l'ensemble des futurs signataires. Tu peux aller sur la slide suivante, Thibaut. Nous, on a commencé cette initiative en janvier 2020. On a lancé l'initiative au moment des États généraux de la forêt et du bois, qui est notre grand événement annuel filière chez Fibois Île-de-France. Et puis ensuite, on a mené avec Claire, qui est à mes côtés aussi, des ateliers de co-construction sur les différentes thématiques qu'on a identifiées pour pouvoir déterminer l'ensemble des engagements du pacte. Ensuite, on a fait tout un travail de formalisation du pacte en tant que tel. On a discuté avec l'ensemble des signataires et on a abouti à un premier moment de signature en novembre 2020. Lucie, je te laisse peut-être présenter le détail du pacte. C'est intéressant, il est assez proche de celui du Grand Est, donc c'est super. Oui, on retrouve les 3 niveaux bronze, argent et or, où les maîtres d'ouvrage s'engagent donc à intégrer 10% de leur production francilienne, 10% de leur surface de plancher en bois et biosourcé. L'engagement, il se fait sur 4 ans, donc nous, c'était de 2020 à 2024. On a également 100% de bois certifié PEFC FSC. Et de notre côté, les maîtres d'ouvrage, ils visent à un minimum de 30% de bois français. Voilà, vous êtes à 50%, Thibaut, si j'ai bien en tête. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc vous avez augmenté cette part. Donc ça, c'est pour les engagements généraux. Et puis, il y a des engagements complémentaires aussi qui peuvent être pris, mais c'est plutôt sur des opérations qui seront démonstratrices, donc des opérations sur lesquelles on aura 80% de bois feuillu, 80% de bois français, des opérations qui sont labellisées, soit bâtiment durable francilien, soit BBCA. Et puis, donc, on a un engagement de la part des maîtres d'ouvrage et en contrepartie, on s'engage, nous, Fibois Île-de-France, à accompagner les maîtres d'ouvrage à monter en compétence sur la connaissance du matériau et des systèmes constructifs en bois. Tu peux passer à la slide d'après. Vous avez des garde-fous qui sont faits de manière globale. Nous, on est plutôt sur des garde-fous qui sont par opération. C'est un peu plus, peut-être plus exigeant, je dirais. On sépare en fait une opération pour qu'elle puisse être intégrée dans le cadre, comptabilisée dans le cadre du pacte. Dans le cas d'une opération qui est en construction neuve, on a 2 niveaux, le niveau A1 et le niveau A2. L'idée est d'avoir la moitié des opérations en niveau A2 et d'embarquer du bois donc au niveau de la structure. Et en niveau A2, le garde-fou a respecté 40 kg par mètre carré de SDP. Vous étiez à 35 en partie neuve. Et puis, pour les autres opérations en construction neuve, le garde-fou est à 30 kg par mètre carré de SDP, où là, le bois est embarqué au niveau de l'enveloppe et des aménagements intérieurs ou extérieurs. Pour la partie réhabilitation, on sait qu'on est, les maîtres d'ouvrage sont plus contraints. Et donc, on sépare les opérations en 2 niveaux également, mais on aura un niveau A2 sur des opérations qui sont en site non occupé
plutôt sur de la réhabilitation lourde, où là, on a un garde-fou à 30 kg par mètre carré de SDP, et sur des opérations où on est plutôt en réhabilitation légère, on est à 20 kg par mètre carré de STP. Voilà nos garde-fous par opération pour qu'elles puissent être intégrées dans le cadre du pacte et comptabilisées pour calculer ensuite le respect des 10, 20, 40% d'engagement. Si vous avez je ne vois pas de questions dans le chat, mais voilà, n'hésitez pas à peut-être poser des questions au fur et à mesure si ça demande précision. Catherine, tu veux, je te laisse. Oui. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Bon, nous, on a fait un premier moment de signature le 5 novembre où on avait 28 premiers signataires. Et puis, on a fait un deuxième moment, en particulier pour les collectivités, voilà, qu'on avait un petit peu plus de mal à mobiliser sur le premier moment de signature. Donc, à aujourd'hui, sur le slide suivant, vous avez la photo, je pense, Thibaut. Voilà, pardon. Vous avez l'ensemble des signataires du pacte francilien qu'on a regroupé. Donc, on a un peu plus de 10 promoteurs, on a 5 bailleurs sociaux, on a les collectivités, la région, la ville de Paris, Vallée Sud Grand Paris qui va témoigner aujourd'hui, la métropole du Grand Paris. Et puis, on a la majorité des aménageurs qui interviennent en région francilienne. Et puis, voilà, on a également deux signataires particuliers qui sont l'EPFIF, donc l'établissement public foncier, et puis la Société du Grand Paris. Et ce qui avec est... Ouais. Non, des signataires qui ont des niveaux de connaissances sur la construction bois qui sont très, très variés. On a des maîtres d'ouvrage qui débutent totalement dans la construction bois, qui s'engagent à un niveau bronze, et d'autres voilà, qui dépassent amplement les 40% et qui sont même en construction entièrement bois et donc respectent plutôt un 100%. Donc, voilà, des niveaux très variés sur la connaissance. Le slide suivant, Thibaut. Bon, ça, c'est un petit dessin qu'on avait utilisé en particulier pour les moments de communication. On avait fait le travail d'estimer la production sur les 4 années des signataires du pacte, de la ramener effectivement en mètres carrés, en estimant le pourcentage sur lequel ils s'engageaient, et puis de faire la traduction, de travailler sur l'ensemble de la filière pour comprendre ce qui allait être mobilisé en forêt et en bois dans la forêt francilienne et qui correspondait en fait au bois qui allait être utilisé dans le cadre du pacte. Bon, vous voyez un peu Donc, nous, on avait estimé 1 200 000 mètres carrés de surface de plancher construit en bois d'ici 2025 et que ça se traduisait dans la forêt française voilà, par 90 millions de mètres cubes Non, ça, c'est l'accroissement naturel des arbres et que ça représentait justement 0,5% de l'accroissement de la forêt française. Bon, c'était un petit peu pour... faire l'explication quand même, parce qu'on avait parfois des remarques dans nos ateliers de co-construction sur le fait que le pacte allait se traduire par une déforestation de la forêt française. Voilà, c'était quand même juste un petit exemple pour garder à l'esprit voilà, que ça ne représentait pas tant de bois que ça. Bon, et ça, c'est notre programme d'animation de cette année. On travaille de façon annuelle, hein, donc l'année dernière, c'était la première année d'animation. On construit un programme annuel qui mixe un peu des ateliers thématiques qui ont lieu tous les derniers vendredis du mois sur des thématiques. Cette année, là, le prochain, c'est sur l'innovation dans la construction bois. On va faire un atelier sur les façades en juin.
sur la qualité architecturale des projets bois. Et puis ensuite, on a des réunions un petit peu ad hoc en fonction des typologies des signataires pour les accompagner soit sur leurs engagements complémentaires, soit sur des problématiques spécifiques à leur typologie, comme par exemple, on va avoir une réunion avec les bailleurs sociaux, puisque nous, on a un petit sujet sur notre niveau A1 en réhabilitation du pacte qui a l'air un peu élevé. Voilà. Et puis après, on propose des webinaires ou des rencontres business to business pour que les signataires et donneurs d'ordre du pacte puissent rencontrer des entreprises de la construction bois, des architectes bois ou des bureaux d'études, et puis pour que le réseau soit plus actif, que ça permette aux appels d'offres d'être plus fructueux. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on propose, mais je laisserai volontiers nos signataires qui témoignent aujourd'hui, voilà, en dire peut-être aussi un mot sur, voilà, en plus de ce qu'ils souhaitaient partager aujourd'hui avec vous. Donc ça, c'est les chiffres de notre première année de reporting du pacte. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait estimé lors de la signature qu'il devrait y avoir 1 200 000 m². Dans les fichiers que nous ont remontés nos 40 signataires à aujourd'hui, on a déjà identifié 940 000 m² d'opérations qui sont programmées ou certaines qui ont déjà été livrées en 2021. Voilà, donc c'est plutôt bon signe parce que ça fait quand même déjà une large partie d'opérations qui sont identifiées par nos signataires. Ça correspond aujourd'hui donc à 199 opérations. Voilà, et c'est un reporting qu'on suivra de façon annuelle avec nos signataires. C'est un gros travail, mais c'est vraiment super intéressant voilà, de pouvoir s'appuyer sur ce reporting pour travailler aussi avec les signataires et comprendre, voilà, comprendre leurs opérations, le nombre d'opérations qui sont lancées. Et voilà, c'est tout à fait prometteur. Voilà. Bon, si vous avez des questions, on peut y répondre. Voilà, comme vous voulez. Merci Catherine. Je propose peut-être de passer au témoignage et puis on se garde un petit temps d'échange à la fin. Comme ça, on a une vision assez globale. Alors, du coup, hop, voilà. Je passe la parole à Madame Fleur Babinet pour le compte de l'EPA Sénart. Voilà, n'hésitez pas à intervenir donc, pendant environ 10 minutes. Merci, bonjour à tous. Donc, Fleur Babinet, je suis moi responsable habitat au sein de l'EPA Sénart. Donc, l'EPA Sénart, c'est un établissement public de l'État qui intervient depuis plusieurs dizaines d'années. On va fêter nos 50 ans là, donc c'est un EPA qui a une longue histoire derrière lui. Qui s'est occupé au départ donc, de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart, qui aujourd'hui intervient donc, sur le territoire de 10 communes, à cheval sur l'Essonne et la Seine-et-Marne. Mon rôle au sein de l'établissement, de façon extrêmement raccourcie, c'est de commercialiser les charges foncières logement dans nos opérations d'aménagement. Et donc, pour ce faire, de lancer les consultations auprès de nos partenaires promoteurs immobiliers. Le territoire de Sénart produit en moyenne 5 à 600 logements par an depuis un certain nombre d'années et continue à se développer. C'est un territoire donc, situé en grande couronne parisienne, donc qui est soumis un peu à une quadrature du cercle sur des coûts de construction aujourd'hui en perpétuelle augmentation, mais des prix de sortie qui, eux, par contre, sont stables et qui n'atteignent pas, bien évidemment, les niveaux qu'on peut trouver en petite couronne parisienne. L'établissement public, depuis longtemps maintenant, bien évidemment, s'intéresse aux problématiques de développement durable, on va dire, de façon générale, aussi bien dans ce qu'il mène en tant que maître d'ouvrage direct, à savoir tout ce qui est aménagement de nos nouveaux quartiers, et après intervient en tant que prescripteur par rapport à ses partenaires promoteurs immobiliers, en particulier sur la question de la construction du logement.
Donc, on avait jusqu'ici toujours essayé de pousser les feux en matière d'engagement environnementaux, et on avait été signataire de la charte à l'époque avant le pacte. Mais c'est vrai qu'on avait un peu de difficulté à pouvoir sortir des opérations un peu innovantes sur ces questions-là. D'une part, du fait de cette problématique économique, qui fait qu'on a sorti des opérations, mais souvent grâce à des subventions accordées dans le cadre de programmes spécifiques. Donc, c'était très bien. Mais la question qui se posait pour nous, c'était comment est-ce qu'on peut un peu sortir de ce système d'aide systématique et arriver à obtenir des résultats, tout en sachant, et j'y reviens encore une fois, que voilà, on a cette équation un peu compliquée à répondre entre le prix le coût de l'acquisition du foncier, qui pour nous est lié aux aménagements qu'on y fait, et le prix de sortie des logements, qui n'est absolument pas élastique. Et au milieu de tout ça, il faut que le promoteur puisse payer la construction et se rémunérer. Et puis rémunérer, bien évidemment, l'ensemble de la chaîne, et en particulier les architectes qui interviennent. Et donc, le pacte, ça a été pour nous vraiment déjà un temps un peu de se poser et d'être accompagné dans les questions qu'on pouvait se poser, sachant que comme on n'est pas maître d'ouvrage de bâtiment, notre expérience et nos compétences en la matière, elles sont quand même assez limitées. Donc, j'allais dire, nous, on était un peu les petits poussets dans cette réflexion, mais ça a permis de commencer, pour garder l'illustration du petit pousset, à mettre des cailloux un peu dans le jardin qui vont servir de base à ce que demain, on a l'ambition de faire. Donc, juste entre guillemets, pour dire merci à Fibois Île-de-France de nous avoir tenu la main sur cet exercice qui n'était pas forcément évident. Nous, au final, on reste prudent. On s'est engagé sur la première marche du podium, hein, donc au niveau bronze. Et on se rend compte aujourd'hui que, alors je croise les doigts et je touche du bois, mais que cette prise de conscience aussi de cette question de l'utilisation du bois, et plus généralement des matériaux biosourcés. Le fait qu'aujourd'hui, dans nos consultations, on énonce haut et fort en introduction qu'on est signataire du pacte et qu'on a des ambitions dans ce sens, font qu'on amène nos partenaires promoteurs aussi à nous faire des propositions ambitieuses. Alors après, bien évidemment, au moment où le lauréat de la consultation est choisi, on rentre dans des périodes de montage de projet et de décision sur ce qu'on privilégie. Mais voilà, aujourd'hui, on a des promoteurs qui jouent le jeu et qui nous accompagnent là-dessus. On a signé là, et le permis a été déposé il y a un mois, une grosse opération où tout d'un coup l'utilisation du biosourcé et du bois est beaucoup plus importante, et on espère que ça fera des émules et pourquoi pas, à la fin de la première période du pacte, avoir, même si on l'a signé au niveau bronze, peut-être atteint un niveau supérieur à ce qu'on avait imaginé à l'origine. Mais encore une fois, pour nous, c'est vraiment une démarche partenariale. On souhaite, nous, rester dans le rôle de prescripteur et pas d'imposer des choses, pour pouvoir aussi laisser la place à la proposition. Voilà. On n'est pas maître d'ouvrage des bâtiments, il faut qu'on reste dans ce rôle-là. Mais par contre, l'idée, c'est d'essayer de tracer un chemin ensemble pour aller vers du mieux, tout en, à chaque fois, et j'y reviens encore parce que c'est quand même extrêmement important pour nous, restant extrêmement attentifs au fait que nos acquéreurs, nos futurs habitants, ne sont pas de la petite couronne parisienne et n'ont pas forcément les moyens de payer, entre guillemets, des opérations tip-top sur l'ensemble de la fresque
des engagements pour un vivre mieux demain. Il n'empêche qu'on ne souhaite pas créer non plus de fracture territoriale sur ces possibilités d'être le plus vertueux possible sur ces questions-là. Bien, merci. C'est très rapidement résumé, mais j'espère que j'ai à peu près couvert ce que vous souhaitiez entendre là-dessus. C'est parfait. De toute façon, on reviendra donc carrément s'il y a des questions. Je vous propose peut-être de continuer le témoignage. Je passe la parole à Madame Anise Ratier-Cavallo pour le compte de l'EPT Vallée Sud Grand Paris. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Anise Ratier-Cavallo. Je travaille à la direction de la maîtrise d'ouvrage et du patrimoine pour notre établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris. Donc, Vallée Sud Grand Paris est un EPT récent puisqu'on a été créé en 2016. Donc, on regroupe 11 communes du territoire du Sud et Hauts-de-Seine. Donc, ça représente plus de 400 000 habitants. Et nous intervenons dans la gestion d'équipements sportifs et culturels, tels que des médiathèques, piscines, conservatoires, bientôt des stades qui vont nous être transférés. Donc, voilà, on va augmenter la palette de gestion d'équipements sportifs. Et nous avons une petite compétence logement étudiant, pour laquelle on peut réaliser également des logements étudiants pour le compte du Crous de Versailles, donc avec lequel on a un partenariat, et voilà, c'est un partenariat un petit peu historique avec eux. Et nous avons notamment une opération qui est prochainement prévue à Antony donc qu'on réalise nous en maîtrise d'ouvrage. Donc nous, on est plutôt dans la position du maître d'ouvrage direct, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de délégation de maîtrise d'ouvrage. Donc, au sein de ma direction, on a des chefs de projet qui vont mener les opérations en maîtrise d'ouvrage et qui vont donc définir les exigences environnementales. Alors, on est un petit peu petit poussé, enfin, j'aime bien cette expression qui a été utilisée. Donc, ça fait 1 an qu'on a signé le pacte, donc le pacte FIBOIS. Pour nous, c'est cohérent dans la mesure où donc on a approuvé notre plan climat, air, énergie du territoire, donc là, l'été dernier. Dans ce plan, donc dans ce PCAET, on a un engagement qui est fort de réduire les émissions carbone et de pouvoir effectivement voilà, construire avec des matériaux biosourcés et réduire notre impact environnemental sur notre territoire. Donc, dans les opérations alors, on a, en tant que petit poussé, donc on s'est engagé sur un niveau bronze. Comme dit effectivement la collègue de l'EPA, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas atteindre un niveau argent, mais comme c'était effectivement notre premier engagement en tant que signataire, on a effectivement préféré s'engager sur un niveau bronze, déjà vérifier la faisabilité, la soutenabilité en termes économiques, en termes de délai, tester les acteurs aussi, les acteurs à la fois maîtres d'œuvre, constructeurs sur les opérations. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on développera dans les années à venir, et on sera volontaire aussi pour augmenter nos engagements. Alors, dans le cadre de ces engagements, on a prévu sur les 4 années à venir 4 grands projets qui regroupent environ 18 000 mètres carrés de surface de plancher, et notamment la construction de 215 logements étudiants sur Antony, pour lequel effectivement on va on va associer différents labels environnementaux pour aller essayer de pousser les curseurs au plus haut, donc au plus haut pour la qualité environnementale du bâtiment. Donc là, par exemple, sur cette opération, on est en E3C1 avec
donc une certification HQE Certivéa, un label bâtiment bas carbone, un label biosourcé, donc l'engagement avec le pacte FIBOIS, excusez-moi, un engagement d'avoir au moins 40 kg de matériaux biosourcés par mètre carré, sachant qu'on est sur un bâtiment de 5000 m², en s'engageant plutôt sur un niveau A2. Le niveau A2, c'est structure plus aménagement. C'est vrai que ça a été présenté là par les collègues du pacte. Et parce que effectivement, dans le pacte Île-de-France, il y a 50% de la construction neuve qui doit comporter le niveau A2. Donc, on est engagé sur ce volet-là. On est également engagé là, pour cette opération à créer de la géothermie en sonde pour aussi avoir une énergie décarbonée. Donc, voilà, donc pour nous, le pacte FIBOIS, ça fait partie d'une politique qui est cohérente en matière d'efficacité énergétique. Alors, comment effectivement FIBOIS nous aide dans la préparation de ces opérations? Alors, effectivement, on est beaucoup aidé, notamment avec la participation des tables rondes. Donc, par exemple, on a fait récemment des tables rondes sur la question de la traçabilité. Et notamment un sujet qui nous posait quand même question, c'était comment on peut imposer d'avoir du bois français sur les opérations. Et puis, voilà, travailler sur les critères de certification du bois. Là, par exemple, sur donc cette opération de construction de logements étudiants, on est en phase concours de maîtrise d'œuvre. Donc, les collaborateurs de FIBOIS nous ont aidés à travailler le règlement de concours avec eux, donc sur les exigences environnementales, travailler le projet de marché de maîtrise d'œuvre. Et puis, on a pu avoir un architecte du réseau FIBOIS qui est présent en participant au niveau des représentants qualifiés au jury de concours. Voilà, donc on travaille ce partenariat. C'est vrai que les collaborateurs de FIBOIS sont vraiment très présents et très disponibles pour nous aider dans ces opérations, dans l'atteinte de ces objectifs. Donc j'en ai terminé avec mon témoignage et intervention. Bon, on a d'autres projets qui rentrent, nous on a comptabilisé, notamment la reconstruction de piscines. On a 2 piscines à reconstruire, donc une au Plessis-Robinson et une à Châtillon-Malakoff, pour laquelle on va aussi travailler sur la démarche de déconstruction avec Cycle Up, pour avoir une déconstruction sélective et aussi travailler sur le réemploi des matériaux sur ces sites. Et malgré tout, effectivement, on est sur des piscines, on est en milieu humide, avec voilà, les interrogations qu'on peut avoir sur le maintien du bois dans des milieux qui sont quand même assez hostiles, humides et chlorés. Et malgré tout, voilà, on veut quand même travailler et intégrer ces opérations également dans nos engagements du pacte FIBOIS. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour cet apport. On va continuer avec toujours une complémentarité de profil. Donc, j'invite monsieur Philippe Etchegoyen en tant que bailleur social pour le groupe immobilier 3F à intervenir et nous faire part de sa vision des choses. La parole est à vous. Alors, je ne sais pas qui est Philippe Etchegoyen, vous aurez Pierre Etchegoyen en remplacement. J'espère que vous en voudrez pas. Mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, je représente le groupe 3F. Je travaille à la direction de l'architecture et du développement durable pour la construction neuve en Île-de-France, qui regroupe 2 filiales qui sont I3F et 3F Seine-et-Marne. Alors, moi, le petit témoignage que je voulais apporter, c'était effectivement de vous parler de comment est-ce qu'on a structuré finalement notre maîtrise d'ouvrage depuis la signature du pacte, puisque on s'est engagé en fait à un niveau qui était assez ambitieux pour nous en 2020 auprès de FIBOIS, à savoir le niveau argent, en sachant qu'en fait la signature du pacte, ça avait été vraiment l'occasion pour nous de faire un état des lieux
de où est-ce qu'on en était sur la construction bois. On a un gros maître d'ouvrage, on fait à peu près 4000 logements par an en Île-de-France, dont la moitié en VFA, la moitié en maîtrise d'ouvrage directe. Et avant de signer le pacte, c'était vraiment de savoir où est-ce qu'on en était en construction bois. On a fait plein d'opérations en bois, avec beaucoup de bois, avec moins de bois. Et donc, ça a été vraiment, voilà, vraiment l'occasion de faire ça, faire ce point. On voit qu'on était à 9% en fait, de notre production en maîtrise d'ouvrage direct qui faisait du bois. Et donc, on s'est dit, ce serait un peu dommage de s'engager uniquement sur le niveau bronze, puisque finalement, on y était un peu déjà naturellement. Et c'est pour ça qu'on s'est calé sur le niveau argent, mais qu'on savait ambitieux, parce que ça nécessitait quand même de doubler notre production. Voilà, on est un gros industriel du logement et de doubler notre production en 4 ans, ce n'était pas si simple. Mais voilà, on a voulu porter cette ambition. C'est une ambition qu'on vise. On ne sait pas si on y arrivera, mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaitait porter. Du coup, pour arriver à cette fin et à doubler cette production rapidement, voilà, ce que je vais vous parler, c'était plutôt la structuration de la maîtrise d'ouvrage, du process de maîtrise d'ouvrage en général qu'on a dû construire, alors en lien avec d'autres thématiques que uniquement la construction bois. On a créé une démarche au sein du groupe qui s'appelle 3F Climat pour répondre à plusieurs enjeux, notamment la décarbonation de la construction, mais c'est beaucoup aussi en lien avec la qualité architecturale, l'intégration du référentiel Giraud-Méthyle-Leclerc que vous connaissez peut-être, plein de choses. Et parmi ces items-là et ces axes de travail-là, il y a la construction bois. Et nous, on l'a adossé surtout à un axe stratégique sur la construction hors site, en fait, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on peut aujourd'hui construire de manière beaucoup plus industrialisée nos chantiers. Et évidemment que cette construction hors site, cet axe hors site, en fait, il s'adosse beaucoup à la construction bois et biosourcée. Donc, favoriser la construction hors site, pour nous, c'est aussi un moyen, un vecteur pour favoriser la construction bois. Donc, on a mis en place un certain nombre d'actions en 2021 pour décliner ça. Et la plus intéressante dont je voulais vous parler, c'était le lancement d'un appel à la manifestation d'intérêt pour recenser tous les partenaires industriels qui étaient aujourd'hui susceptibles de se positionner sur de la construction hors site en logement. Et c'est assez intéressant parce qu'on a eu quand même 29 candidatures, on ne s'attendait pas à en avoir autant. Et sur 29 candidatures, on voit qu'on en a 24 en fait, qui proposent des matériaux bois ou biosourcés. On a de la paille, du chanvre et de la mixité des matériaux. On a retenu 18 lauréats et on aura 14 solutions bois. Voilà, donc ça va nous permettre en fait quoi? Ça va nous permettre concrètement d'avoir une déclinaison opérationnelle plus efficace pour les phases de conception, avoir des industriels plus tôt, et les phases chantier, pouvoir consulter ces industriels un peu différemment. On est en train d'y réfléchir et être plus efficace du coup dans notre façon de faire du bois et notre façon de concevoir aussi les opérations en bois. Très concrètement, une opération Pacte qui a été lancée en 2021, début 2021, et qui mixe un peu toutes ces choses-là. C'est l'opération de Sèvres, donc c'est une opération en milieu très dense, très compliquée. C'est vraiment une couture urbaine face à un groupe scolaire. Et donc, on avait vraiment naturellement voulu s'orienter vers une filière sèche parce que voilà, on voulait limiter les nuisances vis-à-vis de ce groupe scolaire et vis-à-vis des riverains. Et voilà, une opération Pacte emblématique. On va vraiment être a priori full bois, même si on est encore en réflexion sur les verticaux. Mais on aura des planchers mix bois-béton, des façades à ossature bois avec du béton de chanvre, issu de filières régionales. Et ce projet était d'ailleurs lauréat de l'AMI la semaine dernière, qualité du logement de demain. Et ça illustre vraiment toute la réflexion aussi autour de la construction hors site, qui s'oriente du coup naturellement vers des solutions biosourcées, puisque quand on a lancé cette opération, le cahier des charges de l'architecte, le programme de l'architecte, c'était une opération hors site, point. Il n'y avait que ça. Voilà, avec un niveau RE 28 entre parenthèses aussi. Donc naturellement, ça guide aussi, ça flèche aussi vers plus de bois. Et d'autres points importants voilà, que je voulais dire, c'était que vu qu'on avait une ambition donc, très forte, je le rappelle, argent, doublé, il a fallu qu'on revoie aussi tout notre process de réflexion autour de la construction bois. Comment est-ce qu'on inscrivait dès la phase amont la construction bois dans nos prises de décision? Donc, on a la chance de faire des études de capacité en interne. On a un service qui est dédié rien qu'à ça. Donc, nos développeurs amènent des fonciers, on fait des études de capa en interne. Et du coup, aujourd'hui, ces études de capa, elles permettent d'identifier les potentiels de construction bois. Donc, dès qu'on a en fait une capacité avec pas de sous-sol, genre j'ai mis quelques exemples, c'est vraiment au cas par cas, pas de sous-sol, une hauteur de bâti qui est intéressante, une accessibilité du site aussi intéressante ou des marchés d'entreprises locales voilà, qui peuvent être valorisés. On identifie un potentiel de construction bois et comme ça, il y a une décision DG qui est prise en faveur de cet axe. Après, c'est poursuivi ou pas, mais en tout cas, ça permet d'identifier déjà dès l'amont la chose et d'être traduit ensuite, évidemment, dans les programmes qu'on donne à nos architectes. Voilà. On demande évidemment des compétences, soit le choix des architectes se fait via des références,
au moins une ou deux références en construction bois, alors soit structure, soit façade, en fonction de ce qu'on veut faire. Soit, s'ils n'ont pas de référence, on leur demande de s'adjoindre un BET spécialisé. Et puis, on n'oublie pas aussi d'accompagner nos équipes. C'est vrai qu'on a beaucoup d'équipes de maîtrise d'œuvre qui sont force de proposition. Si le budget tient bon, si la technique tient bon, on essaie plutôt de facilitateur plutôt que bloquant sur les propositions d'architectes. Mais ça, c'est un peu notre ADN historique chez 3F, quoi. Et puis, on a mis en place en fait un accompagnement des équipes. Parce que pour arriver encore une fois, à ce niveau-là, il fallait créer quand même une dynamique, une envie en fait au sein du groupe pour que les équipes opérationnelles aient envie de faire du bois. Donc, on a créé pas mal d'outils. On a l'outil de biosourcé qu'on utilise, du CNDB. On a plein d'autres outils, carbone, etc., des outils de budget. Et puis, on a mis en place des webinaires. On a fait 3 webinaires sur la construction, on va dire, bois, liés au bois en 2021. Un sur la construction hors site pur, un sur la construction en béton de chanvre et un sur la construction en terre. Bon, ce n'est pas biosourcé, c'est géosourcé, mais voilà. On a fait d'autres webinaires sur d'autres thématiques, mais c'était pour donner envie aux chefs de projet de le faire, montrer ce qu'on fait, faire du retour d'expérience et créer cette dynamique au sein des équipes. Et puis, dans tout ça, donc là, c'est là où FIWA est vraiment un pilier pour nous. Je sais que j'ai parfois Catherine au téléphone qui m'aide, qui répond à mes questions très opérationnelles qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est là où FIWA peut vraiment être un fort support, en dehors de tous les webinaires qu'ils font, qui permet d'être sensibilisé de manière permanente et de diffuser après moi dans mes équipes les bonnes pratiques. C'est vraiment un support technique très, très concret et vraiment très, très précieux. Je voulais juste montrer 2-3 opérations qui seront l'objet du pacte, intéressantes. Là, c'est une opération qui évoque la mixité en fait, des matériaux, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on parle beaucoup de construction bois, moi j'aime bien parler de mixité aussi des matériaux. Et là, c'est une opération, c'est une mixité travaillée au sein même d'un îlot, avec un test un peu atypique. On a une mob en fait, en béton de chanvre, c'est la partie enduite que vous voyez à droite, et puis qui fait l'autre façade, qui est en or. Et puis une partie en pierre porteuse non isolée, donc on n'a pas d'isolant, c'est la pierre full porteuse. Donc on a voulu tester là une mixité des matériaux, un côté inertie en fait avec la pierre, parce que la question du confort d'été quand même est prégnante aujourd'hui, y compris en construction bois. Donc comment est-ce qu'on apporte de l'inertie en construction bois et du mob et béton de chanvre avec des filières locales de l'autre côté. Dans un milieu plutôt périurbain, là on est plutôt dans le truc classique qu'on fait habituellement en bois, le milieu périurbain, un petit champ de patates. Et puis là c'était une autre illustration de ce qu'on peut faire. On a fait du collectif R+1, du collectif R+4. Et là on est sur de la maison individuelle, pure, charpente bois, mob bois avec encore du béton de chanvre. On a réussi à faire du béton de chanvre pour des gendarmes, c'est quand même assez fort, même si la gendarmerie qu'on va leur faire, elle ne sera pas en béton de chanvre. Donc c'est l'illustration de tout ce qu'on peut faire, la complémentarité des biosourcés dans tous les secteurs, maison individuelle, petite hauteur, moyenne hauteur. Moi, si j'avais juste un message à faire passer du coup autour du pacte, parce que le premier reporting, finalement, il est assez récent. On a fait ce reporting, ça a été dit fin 2021. C'est sur les indicateurs qui nous ont été, qu'on a longuement débattu avant de signer le pacte. On s'est tous mis d'accord là-dessus. Néanmoins, j'y reviens un petit peu. Du coup, moi, je fais passer mes messages aussi auprès de FIWA Île-de-France. L'indicateur des kilogrammes par mètre carré, en fait, on pense qu'il peut être un peu revu parce que aujourd'hui, on est plutôt dans une réflexion de nous à mettre moins de matière dans nos bâtiments et essayer de trouver des nouveaux indicateurs pour réfléchir à comment est-ce qu'on met moins de matière dans ces bâtiments. Et donc, le fait de pousser en fait à la consommation pour atteindre le niveau A1 ou A2, il vous faut tant de matière. En fait, on trouve que c'est un peu dommage parce que, par exemple, l'opération que j'ai montrée sur Ormesson-sur-Marne, elle ne rentrera pas dans le pacte. Alors, on ne rentrera pas dans le pacte, on sera à 15 kg par mètre carré, je pense, de matière en bois. Et c'est dommage parce qu'on a des belles opérations qui traduisent de la mixité, qui traduisent des choses différentes. Et c'est dommage de ne pas les valoriser. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus à montrer des opérations tout bois, ce que le bois peut faire. On sait que le bois peut faire plein de choses. On peut faire des tours en bois. Tout ça, maintenant, aujourd'hui, on le sait. L'intérêt aujourd'hui du bois, c'est plutôt de voir comment est-ce que la filière peut se structurer vraiment de manière massive et comment on peut travailler justement en intelligence avec les différents matériaux. Donc ça, c'était la première idée que je voulais faire passer. C'est vrai que 30% des opérations qu'on a fait en reporting n'étaient pas compatibles pacte parce qu'elles n'atteignaient pas ce niveau des 30 kg. Donc, c'est dommage. Et l'autre indicateur, ça a été dit par Anis Ratier-Cavallo, la réflexion autour du bois français qui n'est pas simple, je trouve, en prescription en maîtrise d'ouvrage public. Alors, on a eu un webinaire là-dessus
qui a permis d'alimenter la réflexion et d'alimenter des pistes de progrès pour le prescrire. Mais on trouve ça pas si simple et on ne sait pas non plus si on a vraiment envie de le porter. On voit aujourd'hui qu'on a des problématiques de bois qui poussent en France et dont les grumes partent à l'étranger pour être sciées et qui nous reviennent en France. Donc la traçabilité autour de tout ça, elle n'est pas si simple. Et notre engagement en tant que maître d'ouvrage, on ne le trouve pas si simple. Le positionnement à trouver, en tout cas pour nous, n'est pas encore établi. Voilà, donc je voulais juste vous faire part de ça. Mais allez chez Fibois, c'est super. Il y a plein de webinaires, c'est une communauté. Il y a une formation là qui a été proposée. Il y a beaucoup de collaborateurs qui l'ont demandé, je sais, au sein du groupe. Je ne sais pas s'ils l'auront. Donc j'espère que ça ira bien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Etchegoyen. Encore désolé pour l'erreur de prénom tout à l'heure. Pas de problème. On passe la parole donc pour le dernier témoignage donc au promoteur Sébastien Nerva pour le compte de Link City. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à ce partage de retour d'expérience. Vous voyez bien mon écran? C'est parfait, oui. Ok, super. Donc chez nous, donc Sébastien Nerva, déjà directeur développement construction bois pour Link City France. Chez nous, la construction bois, elle se traduit par une démarche qu'on appelle WeWood et qui est cette vocation à transformer l'entreprise en profondeur par rapport à, de fait, une culture de la construction conventionnelle commune à tout un tas d'acteurs en France et au-delà de la France, et donc à prendre ce tournant du bois et des biosourcés. Cette ambition, elle se traduit chez nous par un objectif de construction bois à l'échelle de Link City France, périmètre national, progressif, 20% dès l'année 2021, qui a suivi la signature du pacte, et pour atteindre progressivement 50% de projets bois à horizon 2030. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, la question qui arrive toujours, c'est mais qu'est-ce qu'est un projet bois? Puisqu'il n'y a pas de définition collective filière commune. Donc, chez nous, un projet bois, c'est à minima de la façade. Donc, je rejoins exactement ce que disait Pierre précédemment. Moi, je pense que tous les projets de façade, bois en mixité, bois béton, il faut les considérer parce que c'est intéressant sur le plan bois biosourcé, c'est intéressant sur le plan carbone, sur le plan performance thermique, sur le plan niveau de préfabrication. Donc on va dire que chez nous, un projet bois, c'est minimum l'ambition façade bois, donc en mixité, jusqu'à du 100% bois en fonction des typologies de projets. Et donc, mais je le montrerai un petit peu après, l'autre indicateur chez nous pour recenser les projets bois, ça se traduit en nombre de permis de construire déposés sur l'année courante. Donc cette ambition WeWood, ce sont ses objectifs, mais c'est aussi un cercle vertueux de compétences au sein de Link City, puisque donc nous sommes le développeur immobilier intégré de Bouygues Bâtiment France Europe. Et donc on a cette spécificité qui est importante par rapport à une ambition comme celle-ci, d'avoir une entreprise générale embarquée, Bouygues Bâtiment, en fonction de nos régions, et d'avoir aussi un bureau d'études bois intégré, qu'on appelle aussi par raccourci WeWood, dont je dirai deux mots juste après. Ça, c'est au niveau de l'interne, mais bien sûr, on s'appuie beaucoup sur tous nos partenaires extérieurs. Je pense aux scieurs, aux acteurs de la première, deuxième transformation, aux industriels, au bureau d'études bois, aux architectes, au bureau de contrôle, à tout ce petit monde qui nous aide à avancer sur le bois. Voilà, donc au niveau de nos références, on va avoir 150 projets bois livrés à l'échelle de tout Bouygues Bâtiment France-Europe, avec tout un tas d'interventions sur des typologies de projets différents, du neuf, beaucoup de surélévation, de l'AREA en façade par exemple, et puis aussi un marqueur chez nous, la construction hors site, dont je dirais un mot rapidement. Alors voilà, je voulais partager avec vous la dynamique et le niveau de maturité déjà à l'échelle nationale chez nous, Link City France. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a signé au niveau argent le pacte Fibois Île-de-France, puisque notre objectif national, donc c'est bien celui que j'indiquais, 20% de projets bois. Et donc, Link City France, ça représente 50 permis de construire en moyenne par année. Et donc, ce qu'on voit, c'est que déjà, en tirant le bilan 2021, la bonne nouvelle qu'on partage ensemble, c'est que donc on a atteint notre objectif national, avant de parler de l'objectif francilien.
Et donc, chez nous, le bois, ça se traduit par 10 permis de construire projet bois, suivant la définition que je partageais juste avant, sur 50. La tendance qui me semblait intéressante de partager avec vous, mais qui est un peu sans surprise, c'est que c'est beaucoup le bureau qui drive la construction bois chez nous, moins le logement, pour deux raisons simples et factuelles, que sont les contraintes techniques et opérationnelles. Donc, en bureau, l'acoustique, l'incendie et les espaces extérieurs sont beaucoup plus simples à gérer et moins contraignants, ce qui n'est pas le cas du logement. Donc, clairement, l'équation économique du logement à ISO ambition bois est beaucoup plus contrainte. Et donc, ça, c'est une vraie question globale, collective. C'est comment on avance aussi sur le logement, malgré ces contraintes acoustiques, incendies, et demandes et souhaits d'espace extérieur, balcons et autres. Voilà, donc sur 10 projets bois chez Link City France, on en note déjà 6 en bureau par rapport à cette ambition. Et la deuxième raison, au-delà des contraintes techniques opérationnelles qui ont un impact sur l'économie de projet, c'est tout simplement l'appétence du marché. En bureau, il y a de plus en plus d'investisseurs sur le tertiaire qui reconnaissent la valeur du bois et qui sont prêts donc à accompagner le mouvement dans la négociation et donc à payer plus cher, tout simplement. Donc, ce qui donne du souffle aussi sur le coût de construction quand en logement, les acquéreurs ne veulent pas ou tout simplement ne peuvent pas reconnaître la valeur du bois. Voilà, donc nous, on s'est engagé, comme je l'indiquais, fin 2020, sur le niveau argent, 20% pour être en cohérence au niveau francilien avec notre objectif national. On soutient, au travers de cette matinée et autres, la démarche Grand Est, en souhaitant être signataire de la même façon qu'on l'est en Île-de-France. Et on soutient aussi la démarche en aura, donc Catherine disait un mot rapidement tout à l'heure. Voilà, donc une fois qu'on s'est dit ça, je voulais partager avec vous l'état d'avancement à un niveau francilien par rapport au pacte Île-de-France. Donc là, voilà, nous, on a recensé à ce stade au moins 8 opérations qui sont comptabilisées au sein du pacte Île-de-France. Donc vous voyez, alors de la résidence hôtelière en surélévation, beaucoup, du logement en surélévation et ou extension, et aussi en neuf, du bureau, du logement, de l'équipement. Le message que je souhaitais passer, c'est que donc nous, Link City Île-de-France, on va développer en moyenne 100 000 m² de surface de plancher par an, en s'engageant à un niveau 20%. On a une cible sur 4 ans à 80 000 m² de surface de plancher, et après 2 ans à peine de recensement, on est déjà à un peu plus de 50 000 m² de surface de plancher, avec des opérations dans les tuyaux qui vont dépasser, je pense, le niveau d'engagement initial, au-delà donc de ces 80 000 m² de surface de plancher. Ça représente un peu plus de 5 000 m³ de bois d'œuvre mis en place sur nos opérations. Et donc le message par rapport à tout ce débat qu'indiquait Pierre, et puis on s'en est parlé avec Catherine et Thibault, des seuils, c'est que ce qui est rassurant par rapport, message positif, par rapport au pacte Grand Est, c'est que la moyenne, nous, sur cet exercice francilien, elle est à 52 kg par mètre carré de surface de plancher, donc au-dessus du garde-fou des 35 kg moyenne globale. Et puis sur les garde-fous à l'échelle des opérations, on voit que nous, on est quand même rarement en dessous de 15, et très rarement en dessous de 10. Donc le garde-fou à 10 kg, moi je m'y retrouve. Je trouve que c'est intelligent parce que justement ça permet d'embrayer sur une ambition assez significative, tout en reconnaissant ce que disait, je rejoins Pierre, les ambitions de mixité avec de la façade bois, puisque la façade bois va représenter 10, 12, 15 kg par mètre carré de surface de plancher. On va difficilement atteindre un seuil plus élevé. Alors voilà, deux mots sur nos spécificités pour passer sur l'opération que je voulais partager avec vous pour illustrer l'engagement du pacte Île-de-France. C'est cette spécificité d'un bureau d'études bois intégré chez nous, qui est clairement structurant dans la démarche, avec voilà, une petite trentaine d'ingénieurs bois dédiés sur le sujet des opérations bois, donc qui sont là depuis la détection d'une affaire jusqu'à la livraison. Tous les métiers de l'ingénierie, ça c'est une vraie richesse et c'est un point de vigilance, je vous le partagerai à la fin de la présentation,
Un bureau bois, c'est parfois un bureau d'études bois, c'est parfois un bureau d'études avec principalement une expertise en structure, au niveau des métiers de l'ingénierie. Pas toujours, par exemple, sur des métiers de l'ingénierie sur l'acoustique, qui pourtant est un sujet à regarder sur la construction bois. Donc voilà, nous, la grande force de cette ambition WeWood, c'est de s'être équipé en interne sur toute l'ingénierie bois et sur tous les métiers de l'ingénierie. Voilà, donc ça représente 2 projets étudiés bois par semaine, donc avec un rythme assez important sur le périmètre que j'indiquais tout à l'heure. 2 autres mots sur les spécificités avant de passer à l'opération de Nation. Ça me semblait important de le partager avec vous par rapport à tout le débat sur la pénurie des matériaux. C'est que nous, au-delà de tisser des partenariats avec tout l'écosystème de la filière bois, on va même jusqu'à signer des accords cadres sur un engagement en volume. Alors là, c'est le produit CLT. Demain, on pourrait le faire sur le MOB, on pourrait le faire sur le plancher caisson, on pourrait le faire sur la charpente, on pourrait le faire sur d'autres cibles. D'ailleurs, on y réfléchit. Mais voilà, pour l'illustrer, nous, on a signé en 2021 un accord cadre sur 25 000 m² de surface de CLT par an, sur un engagement de 2 ans. Et donc, nous, concrètement, on n'a pas eu du tout de sujet de pénurie de matériaux, on n'a pas eu de retard sur nos chantiers et on n'a pas eu de fluctuation du prix grâce à cet accord cadre, puisque le prix et les délais étaient fermes. Ça, c'est quand même important et assez précieux en période de pénurie des matériaux. Et donc, de fait, ça nous assure aussi, grâce à cet accord cadre, puisque c'est avec Pifto, qu'on connaît sur la photo, donc le gros industriel du CLT en France, ça nous assure aussi une part de bois français importante par rapport à nos opérations. Et puis, une des dernières spécificités ou axes de différenciation, ou en tout cas axes d'intérêt, au-delà de valoriser la ressource nationale, c'est aussi de valoriser les savoir-faire nationaux en matière de hors-site 3D bois, donc ces fameux modules qui arrivent 100% finis d'usine sur nos chantiers. Donc nous, on a signé un partenariat aussi avec un acteur français qui est basé dans le Jura, qui s'appelle Techab, et qui est spécialisé sur leur site 3D bois, voilà, avec des gains carbone forts, une enveloppe en performance thermique très intéressante au niveau passif, et bien sûr, quand on parle de leur site, un gain sur les délais chantiers, sur les réserves à la fin du chantier, très intéressant. Alors l'opération que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est une surélévation sur la place de la Nation à Paris, qui est donc la création d'une auberge de jeunesse, voilà, en R+5, au-dessus d'un casino qu'on voit là sur l'image de gauche, en activité, donc la dernière dent creuse de la place de la Nation, où là, on a eu cette opportunité de projet et immédiatement dans la réflexion, le bois a été fléché pour sa légèreté, pour la réduction des contraintes et de nuisances chantier. Si on avait dû le faire en béton, ce qu'on ne souhaitait pas faire, on n'aurait pas pu développer autant d'étages. Donc, ça aurait été moins bien intéressant d'un point de vue intégration urbaine, d'un point de vue économie de projet et d'un point de vue carbone par rapport à cette opération-là. Donc, vous ferez le calcul du coût de construction, mais je rappelle que nous sommes à Paris et que les coûts de construction à Paris sont bizarres et ne correspondent clairement pas aux autres situations. Voilà, avec un délai chantier très réduit, voilà, c'est la force de la construction. Bon, au niveau de l'équipe, Link City, donc développeur immobilier de Bouygues Bâtiment France Europe, qui est le maître d'ouvrage. L'entreprise Générale, qui est notre filiale spécialisée dans ce type de produit, qui est Bouygues Bâtiment Habitat Social. Au niveau de la maîtrise d'œuvre, JBMN en architecte mandataire, et puis Pellegrin en architecte sur la maîtrise d'œuvre d'exécution. Vendu en VFA aux preneurs et marque L'Épiole pour l'auberge de jeunesse, et sur le contrôle technique Socotec. Voilà, donc une image toute simple où vous voyez en bleu à droite la partie existante du casino et en rouge la partie surélévation. Donc, ce qui a été très intéressant, c'est que grâce au bois, on a à peine touché aux fondations, ce qui n'aurait été clairement pas le cas en construction béton. Et puis, on a à peine touché à la structure existante du casino, puisqu'il y a eu juste ponctuellement quelques renforcements
en création de poteaux. Il y a eu 3 poteaux verticaux qui ont été ajoutés au niveau de la structure existante. Et puis l'autre intérêt pour Casino de faire du bois, c'est qu'ils ont pu rester en activité. Ils ont continué leur activité. Donc un jour fermé chez Casino, c'est temps de chiffre d'affaires réduit. Et donc pendant toute la durée du chantier, à part pour ces renforcements très ponctuels, le Casino est resté en activité. Voilà, donc on voit les étages, on voit aussi pas une spécificité, mais un des intérêts aussi de faire du bois, c'est au-delà de la légèreté, c'est aussi d'être compatible avec des toitures terrasses végétalisées. Là, on a fait une toiture terrasse en bois végétalisée au dernier étage ici. Et donc un programme qui représente une bonne trentaine de chambres avec 192 lits. Voilà, le système constructif, il est très simple, des noyaux de distribution verticaux qui sont indépendants pour l'accessibilité de l'auberge de jeunesse, une mixité bois-béton-métal. Alors, béton pour les noyaux, pour le contreventement, bois pour la légèreté, le bilan carbone, et puis métal pour les franchissements, puisque la poutre métal porte plus loin que la poutre bois, et donc si on veut s'éviter des retombées de poutre, ou si aussi on veut se faciliter la vie par rapport aux réservations des fluides, la poutre métallique peut être une bonne combinaison. Alors, sur cette opération, on a valorisé, nous, 18 mètres cubes de bois lamellé collé, donc pour les poteaux, en bois lamellé collé, et du CLT, principalement pour les planchers, et aussi sur cette opération sur les façades, puisqu'il y avait des efforts à reprendre en façade. Voilà, donc la grande force du bois, qui est toujours mise en avant, c'est ça, c'est le gain sur le délai chantier. En moins de 3 mois, un clos couvert pour tout le montage de la structure. Oui, Sébastien, peut-être conclure rapidement pour laisser un peu de temps aux questions, si c'est possible. Tout à fait, Thibaut, pardon, je suis trop bavard. Je termine en 2 minutes. Voilà, des images de l'opération livrée par rapport à son raccord à l'existant, et puis aussi surtout le débat des parements extérieurs. Donc on sait faire de la façade bois avec du parement extérieur en enduit. C'est un exemple tout simple qu'on voit ici. Voilà l'intégration dans le site, les aménagements intérieurs, voilà, qui sont, je trouve, assez qualitatifs et plutôt sympas. Ouais, dans un environnement, vous voyez, assez contraint. Vous voyez la tripaille de fluide qu'il fallait passer là, qui rentre au millimètre près. Le message à partager, c'était que donc sur cette opération, en full bois quasiment, avec ce qu'on s'est dit sur le béton et le bois, on est à 108 kg par rapport au label bâtiment biosourcé. Donc, on explose, entre guillemets, le label bâtiment biosourcé, puisqu'on est au triple du niveau 3. Et puis, sur les mots de la fin, mais du coup, en 2 secondes, c'est les points de vigilance toujours qui sont les mêmes en construction bois. Le cadre assurantiel sur les techniques courantes ou non courantes, les façades, les parements extérieurs, la réglementation incendie. Et donc, en mot de la fin, moi, ce que je partage souvent, c'est le cercle de compétences vertueux qui fait la réussite d'une opération bois. Le choix de la maîtrise d'ouvrage quand on est aménageur collectivité, d'avoir un convaincu sachant et qui a déjà livré des opérations bois. Un constructeur qui est soit une entreprise générale pour l'intérêt de la coordination des lots, puisque les surprises peuvent intervenir aux interfaces quand on fait de la construction bois avec les autres lots, ou avec un acteur qui fait du macro-lot. Comme ça, il est en responsabilité sur toutes ces interfaces. Des architectes qui sont un peu aguerris à la construction bois, un bureau d'études bois, qui, même avec le ou la meilleure architecte qui est centrale, avec des spécificités, comme on s'est dit, sur l'acoustique, et puis un point de sensibilité de veille sur le bureau de contrôle, puisque ça peut être nécessaire si jamais on s'expose à des sujets de technique non courantes. Voilà, j'avais prévu plus, mais comme j'ai déjà été beaucoup trop bavard, je m'en arrête là, Thibaut. Donc, nous, le bilan et les messages, c'est que cet engagement, on trouve qu'il est très intéressant. L'accompagnement de Fibois, il est précieux. On a vu tous les ateliers, notamment, vous retrouverez un des sujets
centrale sur l'économie de projet, puisqu'il y a eu un atelier de FIBOA Île-de-France sur le coût de la construction avec des retours d'expérience vraiment intéressants d'acteurs différents et variés, et puis l'accompagnement au quotidien, aussi notamment sur tout ce qui est sourcing, sourcing écosystème, filière, acteurs, entreprise, qui est très précieux de FIBOA. Et donc, pour nous, c'est une vraie réussite. Ça marche bien. C'est pour ça qu'on veut s'engager aussi sur la région Grand Est, Aura et les autres qui suivront. Merci. Merci Sébastien. Merci à l'ensemble des intervenants. Je vous propose de passer à la phase de questions-réponses. J'ai vu que, notamment, une première question de la part de Thalie Marx de l'Eurométropole de Strasbourg, que je me permets de relayer, sur la comptabilité, finalement, notamment en poids matière. Est-ce que c'est simple de comptabiliser donc en kilos par mètre carré, et comment arrivez-vous à faire facilement la comptabilité? Je réponds, Catherine? Oui. Ou un maître d'ouvrage comme... Oui, c'est ça. Soit toi, mais un maître d'ouvrage trouverait ça peut-être plus intéressant. Voilà. Un de nos quatre témoins. Ouais, alors je vais tout de suite, moi, donner la position de l'EPA. On ne sait pas faire. Donc, on demande à nos partenaires promoteurs de nous remplir les tableaux. Comment refiler la patate chaude? Voilà. Ouais, la question, je ne sais pas si c'est une question sur la méthode ou si c'est une question sur le qui fait quoi. De notre côté, c'est plutôt le qui fait quoi. On donne effectivement à nos maîtres d'œuvre la question, surtout nos BET. C'est à eux d'y répondre. Et lorsqu'ils ont des questions sur la méthode, parce que ça peut se poser, le mieux, c'est de pouvoir comptabiliser élément par élément les choses de manière vraiment stricte. Sinon, il y a les outils de calcul qui existent et qui ont été faits par le CNDB qui sont très bien. Oui, c'est vrai. Merci. Et après, pour répondre, en fait, c'est une chaîne à mettre en place, et le maître d'œuvre peut également se retourner, demander l'information auprès de l'entreprise qui aura les éléments très très rapidement, parce que, étant donné qu'on est en construction de bois, au niveau du bureau d'études, tout est fait en 3D, et très rapidement, une entreprise sera en capacité de donner le volume global de bois utilisé sur une opération. Voilà. Le tout, c'est que cette information soit demandée en amont dans le cahier des charges, et qu'à chaque nouveau dossier marché, l'information soit demandée, et facilement on peut remonter la chaîne. Voilà. Oui, une deuxième question de Thalie Marx pour les collectivités. Donc, comment est-ce qu'elle différencie finalement la comptabilité entre les opérations où elles sont maîtres d'ouvrage pour les équipements publics et celles où elles sont aménageurs, lanceurs de consultation? Et en gros, est-ce qu'il y a aussi un seul référent pour ces deux types d'opérations ou pas? Vous m'avez donné la parole? Attends, Bruno, non, juste après, pardon. Est-ce que Anne-Lise, sur cette question spécifique du périmètre d'une collectivité, tu peux apporter ton point de vue? Alors, nous, de notre côté, on est essentiellement, alors sur Vallée Sud Grand Paris, on est essentiellement maître d'ouvrage d'équipement public. Nous avons une structure qui s'appelle Vallée Sud Aménagement, qui est aménageur chez nous, donc aménageur de quartier. Et alors, je ne pense pas qu'ils soient encore signataires du pacte FIBOA, mais je pense qu'ils ont dû se rapprocher de vous également pour se renseigner sur les engagements du pacte FIBOA. Effectivement, en tout cas, chez nous, c'est distinct. Là, côté Vallée Sud Grand Paris, on s'est engagé sur la partie équipement public. Enfin, équipement public, logement, enfin, toutes nos compétences hors projet d'aménagement. Merci. Paris, c'est de la maîtrise d'ouvrage. Ouais, Bruno Parazotte, je t'en prie, vas-y, tu peux prendre la parole. Oui, excuse-moi, tout à l'heure, j'avais en même temps une communication. Juste dire que c'est très, très intéressant. Déjà, merci beaucoup pour ce partage. À
comme Thibaut et d'ailleurs Thalie aussi le savent, nous, à l'échelle de l'Alsace, on avait mené une enquête auprès des 880 communes et 40 PCI et bailleurs sociaux pour savoir un peu quelles étaient leurs opérations bois. Alors, nous, on est arrivé à 269 opérations bois sur l'Alsace, mais qui comptabilisent 480 millions d'euros hors taxes de marché. Et en partant de 1 600 euros hors taxes par mètre carré sur les mètres carrés que vous indiquez, j'arrive à des montants bien plus importants. Donc, on voit qu'en termes d'opérations, voilà, j'étais arrivé à 1,5 milliard à peu près chez vous. Et donc, on voit que ce n'est pas du tout les mêmes typologies de projets. Ce n'est pas un pacte qu'on a lancé, puisque c'est plutôt un formulaire avec d'ailleurs FIBOA également et notre agence de développement économique alsacienne. Ce n'était pas un pacte, mais c'était des formulaires que devaient remplir les collectivités publiques et les bailleurs. Et en fait, j'ai bien noté tout à l'heure que vous disiez que vous aviez des opérations jusqu'à 2024. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, au-delà de 2022-2023, en fait, on a un effondrement total du nombre d'opérations qui sont indiquées par les opérateurs. Et donc, finalement, quelle est la vue prospective finalement que peut donner le pacte jusqu'à est-ce que voilà finalement dans l'élaboration du pacte quelle est la vue qu'on peut aussi avoir peut-être pour essayer d'estimer les marchés. Et autre question, comment les artisans, les industriels ont réagi depuis que le pacte est à l'œuvre? Est-ce que ça a eu une influence sur, puisque c'est ça aussi le but, c'est de construire français et développer notre potentiel de construction locale, comment ça a pu développer les choses? Voilà, j'aurais encore 2-3 autres questions, mais je ne veux pas faire trop. Si tu peux juste préciser ta fonction et ta structure, que tout le monde Ah oui, connaisse. excusez-moi, alors pardon, je suis directement rentré dedans. Je travaille à la Direction générale des services sur les questions de transition à la collectivité européenne d'Alsace. Et donc sur le territoire alsacien, j'aurais dû démarrer par cela, évidemment. 2 millions d'habitants environ. Peut-être que sur la première question, sur le sujet, donc effectivement, nous, notre pacte en Île-de-France, on l'a prévu sur les années 2021 à 2024, donc sur ces 4 années-là. Pour ce qui est de la possibilité d'y voir quelque chose de prospectif, enfin, nous, ce qui nous a semblé, c'était que c'était effectivement la durée sur laquelle, dès la première année, les signataires peuvent avoir une visibilité quand même en termes de développement dans les prochaines années. Nous, pour ce qui est de choses plus prospectives sur la construction bois en Île-de-France, on le fait pas via le pacte, on le fait via une enquête qui a été commanditée l'année dernière et qui a été produite avec le cabinet Nomadeis. Et qui est une enquête très spécifique sur le territoire francilien et qui a été conduite par le biais vraiment d'un recensement des opérations. Donc, ça a été un travail vraiment très détaillé. Et effectivement, pour pouvoir reproduire à la fois une analyse de l'existant, de l'état des lieux, donc sur les années 2015 à 2020, et ensuite, en déterminant un certain nombre de scénarios prospectifs, de faire une projection sur les années 2020 à 2030, avec 2 scénarios. Bon, ils ont considéré deux scénarios. Un premier scénario qui est vraisemblablement pas très crédible, qui était de projeter les taux de croissance qui ont été observés dans l'état des lieux, de les projeter de façon régulière sur les 10 prochaines années, mais ça donnait quelque chose de très, très élevé et vraisemblablement d'assez peu vraisemblable. Et donc, effectivement, un deuxième scénario plus raisonnable en amenuisant les taux de croissance. Donc, nous, le pacte, c'est 2 outils qui coexistent au sein de l'interprofession pour nous donner à la fois de la visibilité sur ce qui se passe en région francilienne. Et ce qu'on observe, c'est que les signataires du pacte représentent vraisemblablement à peu près le tiers de ce qui se passe en Île-de-France. Voilà, de façon très macro, mais en tout cas, leur production représente à peu près le tiers un gros tiers de ce qui se passe en Île-de-France et qu'on a pu constater dans l'étude. Merci. Et peut-être plus juste sur le volet, comment les professionnels justement s'adaptent aux
à ces nouvelles demandes, quoi, finalement. Est-ce que vous avez un retour de la part des entreprises? Bon, ça, c'est un sujet enfin, voilà, qui existe dans notre interprofession. Voilà, de toute façon, sur ce sujet, évidemment, de mettre en relation les différents acteurs économiques de la filière. Nous, sur ce sujet-là, ce qu'on essaie de proposer, c'est de façon pragmatique l'élargissement des connaissances des uns et des autres de ces réseaux. En particulier, la semaine dernière, on a conduit pour la 2e année consécutive les rencontres B2B du Pacte, effectivement, et qui ont permis à peu près 200 rendez-vous sur une plateforme virtuelle dans la matinée. Et bon, nous, en région francilienne, on a assez peu d'acteurs économiques de la première et deuxième transformation du bois. C'est une spécificité de notre région. Et c'est pourquoi, dans ces rencontres du Pacte, on a proposé effectivement aux acteurs, enfin aux entreprises des autres régions, et en particulier quand elles ont l'habitude d'intervenir en région francilienne, de rencontrer les donneurs d'ordre du Pacte. Donc, pour le moment, voilà, on agit, enfin, on a une réponse voilà, pragmatique pour que les gens se rencontrent et pour qu'ils se connaissent le mieux possible. Et on a aussi dans notre feuille de route des actions pour aider des acteurs voilà, qui sont présents, des acteurs économiques, voilà, des ateliers de montage d'ossature bois ou d'industrialisation de murs ossature bois pour les aider à s'implanter en Île-de-France. Mais c'est vraiment voilà, un sujet qui est de long terme pour l'interprofession et qui ne peut pas obtenir des résultats voilà, rapidement parce que le sujet du foncier est de plus en plus compliqué. Et voilà. Merci Catherine. Monsieur de Conti, je vous passe la parole si vous voulez bien vous présenter avant de poser la question. Oui. Bonjour à tous. Donc, Jérémy de Conti, je suis directeur de l'aménagement à l'établissement public d'aménagement Alzette Belleval. Et j'aurais une question particulièrement pour Madame Fleur Babinet. Alors, toujours au niveau du suivi, alors pas tellement sur les kilogrammes par mètre carré d'SDP, puisque nous, on va utiliser, je pense, le label bâtiment biosourcé pour suivre cet indicateur-là, mais plus sur les autres indicateurs, et notamment prérequis, alors là, du pacte Grand Est, mais par exemple sur l'origine, la traçabilité du bois. J'ai bien compris que c'est les opérateurs qui vous fournissent les données, mais au final, comment c'est vérifié et si ils ne le respectent pas, qu'est-ce qui est prévu? Et peut-être la question d'ailleurs, une question subsidiaire, c'est contractualisé du coup dans les PS, dans les promesses de vente et les actes de vente? Absolument, voilà, j'allais dire, c'est exactement ça. Alors ça, c'est un système qu'on utilise depuis longtemps à l'EPA maintenant. C'est que comme on souhaitait, on a toujours souhaité aller un peu au-delà de la réglementation. Donc à l'époque, quand on était en RE 2012, je vais y arriver. Dans nos consultations, on demandait effectivement des ambitions au-delà de la réglementation et systématiquement, on les contractualise dans les promesses de vente et on a une sanction pécuniaire qui, si au moment de la DACT, le promoteur ne nous fournit pas l'ensemble des attestations qui prouvent qu'il a bien atteint les niveaux auxquels il s'était engagé, il y a une sanction financière qui tombe. Donc ça, c'est une clause qui a toujours été bien acceptée parce que le principe, c'est de dire, comme vous allez respecter vos engagements, bien sûr, la sanction ne sera jamais mise en place. Aujourd'hui, on voit qu'on n'a jamais, je touche du bois encore une fois, on n'a jamais effectivement eu besoin d'y avoir recours. Mais il était important pour nous de sanctionner une possible non-atteinte de ces objectifs. Voilà ce que je peux en dire. Après, on est, entre guillemets, et ce n'est pas forcément une critique, mais bien évidemment, nous sommes tributaires de ce que proposent nos partenaires promoteurs. On n'est pas maître d'ouvrage, nous, des logements. On essaye au maximum dans le cadre de nos cahiers des charges de consultation, de leur demander le maximum de choses.
sachant qu'il arrive bien évidemment à un moment où nous, on atteint les limites de nos compétences. Voilà, chacun reste dans son rôle. Et que l'idée aussi, c'est de ne pas se retrouver avec justement des réponses à consultation qui soient des sommes théologiques dans lesquelles on se perd et où on ne soit pas en mesure d'apprécier la qualité de la réponse et de pouvoir comparer les réponses, les réponses de chacun des promoteurs que l'on a consultés. Par contre, effectivement, dans nos consultations, donc, on fournit le pacte qu'on a signé, on essaye d'expliciter au maximum quelles sont nos ambitions, on précise systématiquement ce système de pénalité en cas de non-respect des obligations. Donc les règles du jeu sont sur la table dès l'origine. Et bien évidemment, une consultation, à un moment donné, on atteint les limites de l'exercice. Hein. L'objectif, c'est de choisir un partenaire. Voilà. Et c'est après, une fois qu'on a ce partenaire qui est choisi, qu'on peut rentrer vraiment en discussion. On travaille à bilan ouvert avec lui pour monter le projet et qui soit le plus ambitieux possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de vos interrogations. Si, juste une petite dernière question. Vous n'avez jamais eu de problème sur la traçabilité, enfin sur le bois français, sur les 30% de bois français? Alors, pour le coup, c'est une question qui est nouvelle pour nous. Hein, voilà, aujourd'hui, on demande dans le cadre du pacte. Voilà. Auparavant, alors, nonobstant, quand les labels que proposaient les promoteurs mettaient en exergue cet aspect-là de leur opération, là, voilà, la question ne se posait pas. Aujourd'hui, effectivement, elle est plus prégnante puisque ça fait partie entre guillemets, du détail hein, de la proposition. Donc, on va voir. Là, on en est au tout début. Donc, on va voir comment on va réussir ou pas à atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Merci. Je me permets de relayer une question que j'ai eue de M. Kornmeyer d'ICAD, avec qui j'ai discuté hier, et notamment sur la comptabilité et l'éligibilité des projets. Est-ce qu'ils sont éligibles en phase travaux et donc à quel moment finalement du projet est-ce qu'on le comptabilise dans le pacte? Et si oui, comme la durée des travaux s'échelonne parfois sur 18 mois, est-ce qu'ils sont pris en compte sur 2 années consécutives ou pas? Enfin, voilà, comment ça se passe au niveau de la comptabilité? Alors nous, ouais, vas-y Lucie, mais oui, c'est l'OS Travaux qui fait foi. Et donc, peu importe la durée du chantier, l'OS Travaux, c'est un instant T, une date, voilà, c'est un jalon sur une opération qui permet de comptabiliser l'opération. Et je me permets, il y avait la question du sujet du référent tout à l'heure qui avait été posée. Je ne sais pas si on y a apporté réponse, mais on est parti du principe qu'on avait un référent par structure. Donc, qui sont les Fleur, Sébastien, Pierre, Annelise, qui sont des référents. On limite à 2 référents maximum par structure. Et le but étant d'avoir un échange entre Fibois et le ou les référents, le ou les référents 2 maximum, et ensuite que le référent diffuse l'information en interne dans sa structure. Voilà. Et si je puis me permettre, je ne sais pas si c'est rassurant ou au contraire si ça va vous angoisser, mais vous pouvez avoir un référent qui n'y connaît strictement rien. Voilà. Alors, j'aimerais bien pouvoir avoir un super bureau d'études avec 28 personnes dedans, mais bon, voilà, nous ne sommes malheureusement pas en capacité de faire ça, et donc c'est possible. Il y a possibilité d'avoir un référent côté développement, un référent côté opérationnel, par exemple.
Il y a aussi eu donc dans le chat un commentaire de Monsieur Chemouille que je salue aussi au passage, donc sur la qualité des rencontres que vous avez organisées à FIBO Île-de-France entre les différents professionnels, ce que Sébastien approuve aussi. Donc voilà, merci et bravo à vous. Et puis j'avais eu vendu une dernière question par Monsieur Labrousse qui, lors de son inscription, s'interrogeait sur la structuration de la filière. Est-ce qu'elle sera en capacité justement de répondre à l'évolution et à l'ensemble des demandes qui vont être grandissantes. Voilà. C'est un sujet d'actualité, je dirais, pour nous. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer à ce sujet. Simplement, peut-être rapidement pour commencer, dans le Grand Est, voilà, il y a beaucoup de projets d'investissement aussi. Je pense aux scieurs, je pense dans les entreprises, on parlait de construction hors site. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se développent pour justement accroître la production, notamment en produits techniques aussi, et toujours dans une logique finalement d'améliorer les circuits courts. Donc voilà, on suit ça de très près au niveau des projets d'investissement pour justement répondre au mieux aux besoins des maîtres d'ouvrage. Je ne sais pas si d'autres veulent apporter des éléments ou des précisions. Monsieur Chemouille. Bonjour à tous. Petite question. Alors, effectivement, j'ai fait le retour sur les échanges avec donc, les différents partenaires de FIBOIS donc, de la semaine dernière, des rencontres. Moi, j'ai trouvé ça, comme je le disais dans le message, très, très intéressant. Ça permet vraiment d'être en lien avec des entreprises qu'on ne connaît pas forcément. Et ça permet, voilà, en 15 minutes, d'avoir une présentation simple et synthétique de ce qu'est capable de faire chaque entreprise et ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Et donc ma question, c'était par rapport à FIBOIS Grand Est. Est-ce qu'il y a quelque chose du même type qui est prévu? Parce que c'est quand même assez localisé finalement. Et typiquement en Île-de-France, c'est bien d'identifier les entreprises de l'Île-de-France. Et à l'inverse, pour l'Est, étant un sujet qui est peut-être mature pour les entreprises, mais moins mature en termes de quantité de développement de projets avec du bois et du biosourcé de manière générale. On en fait, mais on en fait quand même dans des proportions moindres qu'en Île-de-France. Du coup, on a d'autant plus besoin d'identifier des partenaires efficients dans différentes cibles de projets. Et moi, quand j'échange avec eux, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir c'est quoi leur spécialité. Est-ce qu'ils achètent des mobs ou est-ce que c'est eux qui les fabriquent? Est-ce qu'ils sont plutôt spécialisés dans la structure? Est-ce qu'ils font plutôt du CLT? Est-ce qu'ils font plutôt du Solivé? Et tous ces échanges, voilà, en très peu de temps, on peut cartographier dans la région, du coup, les entreprises avec qui on aimerait travailler sur tel ou tel projet. Et c'est assez efficace. Donc voilà, ma question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose du même type qui est prévu prochainement en Grand Est? Si vous pouvez juste préciser aussi votre structure et votre fonction, s'il vous plaît, juste pour oui, que pardon. tout le monde... Donc, moi, je suis du groupe de Mathieu Barre. Je suis directeur de l'innovation technique pour le groupe. J'interviens aussi bien côté construction que côté immobilier. Oui, merci. Oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on réfléchit à organiser des rencontres B2B. Alors, on a été forcément freiné par le Covid, donc ça fait 2 ans qu'on a des projets dans les cartons notamment avec l'Eurométropole de Strasbourg ou le pôle Fibre Énergie Vie. Et puis, on est aussi en discussion avec Bruno Parazotte. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais voilà, qui, au niveau de la collectivité européenne d'Alsace, enfin voilà, on a identifié ces sujets communs et c'est en cours d'organisation. Donc voilà, on vous tient informé dans les tout prochains temps, mais c'est clair que c'est un enjeu majeur de faire se rencontrer les maîtres d'ouvrage avec les entreprises et aussi la maîtrise d'œuvre compétente sur le territoire. Voilà. Très bien, eh bien, ravi et impatient d'y participer. Voilà, on en arrive au terme de notre réunion. Je vous remercie de votre présence. Je passe juste la parole à Claire Leloy pour une petite conclusion avant de vous laisser profiter d'un bon appétit. Merci beaucoup Thibaut. Et d'abord, merci à tous pour vos témoignages qui étaient particulièrement riches et très attendus. Et oui, je tenais juste à vous dire 2 mots, puisqu'il se trouve que j'ai été particulièrement impliquée dans la création et le développement du pacte en Île-de-France et avec FIBOIS. Et puis, j'ai répliqué l'exercice plus récemment avec le Grand Est et on est en train d'aboutir. Ça y est, les signatures sont en train d'arriver. Et en fait, c'était juste pour vous rappeler pourquoi on avait déclenché en fait cette conférence aujourd'hui. C'est tout simplement
en aboutissant avec le pacte bois biosourcé du Grand Est et puis en discutant avec les autres pactes qui sont en train d'arriver à Auras, en Centre-Val de Loire, peut-être en Occitanie. Enfin, et en fait, on a en face de nous un tas de maîtres d'ouvrage qui finalement sont à la place où vous étiez il y a 2 ans, Fleur, Sébastien, Pierre, Anne-Lise, et qui se posent beaucoup de questions, en fait, qui sont convaincus, qui sont vraiment en train de signer. On est à ce jour à quasiment 15 en Grand Est, on est déjà ravis, ça n'est que le début, mais effectivement, il y avait énormément d'hésitation et un vrai besoin de pouvoir échanger avec vous, qui avez déjà cette bonne année et demie, maintenant presque derrière vous, d'expérience. Et il y avait 2 questions qui émergeaient, qui ont été abordées là au cours de vos témoignages, c'était quelles solutions vous avez déployées en Île-de-France sur les bâtiments construits avec le bois et au niveau du coût, qu'est-ce que ça a induit. Donc chacun de vous 4 a commencé à apporter des réponses qui j'espère, auront aidé nos maîtres d'ouvrage. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages où en gros, ce que je retiens aussi de ce que vous avez dit, c'est que vous y êtes arrivés. Bien, merci. Donc, merci à l'ensemble des intervenants. Merci aussi à l'ensemble des participants qui ont pris de leur temps pour participer et assister à ce webinaire. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Le replay sera disponible prochainement. Et voilà, si vous êtes d'accord aussi pour diffuser les supports qui ont été présentés, Monsieur Etchegoyen et Nerva, voilà, donc n'hésitez pas à me les transmettre à l'occasion. Comme ça, on pourra tout envoyer aux personnes présentes. On reste bien sûr à votre écoute. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et puis un très bon appétit. Et à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous.